Chers amis auditeurs, téléspectateurs plutôt de TV Liberté, de l'émission Synthèse, eh bien nous nous retrouvons avec un nouvel invité aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir de recevoir le professeur Didier Le Serre. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors Didier Le Serre, il n'est pas là par hasard, il est là parce que récemment, il a écrit un livre dans la collection des cahiers d'histoire du nationalisme, un livre consacré à Honoré d'Essiendorf et aux monarchistes dans la résistance en 1940. Alors vous allez nous parler de tout cela, mon cher Didier, mais bien sûr, il faut que je précise que je ne suis pas tout seul sur le plateau avec Didier Le Serre. Il y a bien sûr mon complice et ami Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland, bonjour professeur Le Serre. Alors je précise que cette émission est enregistrée un petit peu à l'avance, qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé dans les jours qui viennent avec les rumeurs de reconfinement, donc il est possible qu'il y ait quelques des événements en tout cas qui se produisent d'ici la diffusion de cette émission, sur lesquels évidemment nous ne pouvons pas nous étendre puisque nous ne les connaissons pas encore. Alors, Didier Le Serre, je le disais, d'abord vous êtes un militant national, de la cause nationale, connu depuis des années. Vous avez déjà écrit un livre il y a quelques années, un cahier dans le tour de la collection des cahiers d'histoire du nationalisme. Vous avez écrit un livre sur le Parti des Forces Nouvelles, une droite différente, dans les années 70 et 80. On en parlera peut-être, d'ailleurs, on dira peut-être quelques mots à la fin de l'émission. Mais pour le moment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre nouveau livre, votre nouveau cahier d'histoire du nationalisme, Honoré d'Essiendorf, les monarchistes dans la résistance. Alors, tout d'abord... Aux éditions Synthèse Nationale. Oui, aux éditions Synthèse Nationale, exactement. Précisons-le. Et donc, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire passionnante? Parce que je dois dire que... Bon, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je veux dire que ce livre est passionnant, pour le dire. Cette histoire d'Honoré d'Essiendorf. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous parler aussi un petit peu de la famille, d'où viennent les origines d'Honoré d'Essiendorf? Oui, bien évidemment. Honoré d'Essiendorf, c'est un personnage que je connaissais finalement comme tout le monde. Étant parisien, je connaissais déjà la station Trinité d'Essiendorf. La Trinité, c'est pas son prénom? Non. Non, et d'ailleurs, je pourrais rapidement, éventuellement, expliquer pourquoi cette station de métro a reçu le nom d'Honoré d'Essiendorf. Donc, en fait, si je remonte à il y a quelques années, j'avais 14 ans à l'époque, c'était en avril 71, je lisais une revue qui s'appelait Historama, et dans cette revue est paru pour le 30e anniversaire de l'exécution d'Honoré d'Essiendorf un article écrit par son dernier fils, Philippe d'Essiendorf. Donc cet article était assez complet et donc finalement ce qu'il y avait dans cet article pour l'essentiel c'était ce que je connaissais du personnage plus un certain nombre d'autres choses que j'ai pu lire ici et là dans des livres où on faisait allusion à Honoré d'Essiendorf. Le travail là sur ce numéro des cahiers d'histoire du nationalisme, m'a permis d'aller plus loin dans la connaissance d'Honoré d'Essiendorf, dans la connaissance de son milieu, la connaissance de sa famille. Et donc, c'est un travail qui m'a énormément intéressé. Et donc le problème, c'est qu'ayant énormément de documents, énormément d'informations, et bien évidemment, il a fallu faire le tri et donc savoir ce qu'il fallait conserver et ce qu'il fallait au contraire laisser de côté, ce qui a été le plus difficile, je dirais, pour la réalisation du numéro. Oui, parce qu'en fait, sur d'Essiendorf, la plus grande partie des gens ne retiennent qu'une chose, c'est que c'est le premier fusillé de la résistance. Exactement, oui. Alors c'est D'abord, c'est l'agent de la France Libre qui a réalisé la toute première émission radio depuis la France occupée à destination de l'Angleterre. C'est donc le premier agent de la France Libre, effectivement, à avoir été fusillé avec deux de ses camarades, Maurice Barlier et Yann Dornick, qu'il ne faut pas oublier quand on pense à Honoré d'Essiendorf. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler, oui, sur ce personnage et surtout sur son milieu, sur sa formation intellectuelle et morale, ses idées, qui était-il véritablement, ce qui permet d'ailleurs au passage de remettre un certain nombre de pendules à l'heure concernant
évidemment notre histoire et plus particulièrement l'histoire de cette période. Alors justement, vous parlez de l'engagement de Honoré Dessiendorf dans la résistance, mais avant, et c'est le côté qui nous intéresse aujourd'hui, de parler de ces gens qui viennent des milieux plutôt proches des courants monarchistes, pour faire simple, et qui se sont engagés, ce qui aurait tendance à prouver, à démontrer en tout cas, que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'on veut bien le dire, ou tout du moins qu'aujourd'hui on veut bien le dire. C'est-à-dire que avant de s'engager dans la résistance, il y avait des raisons. Il y avait d'abord un amour de la France, j'imagine. Et vous pouvez nous parler un petit peu des origines politiques et spirituelles de Honoré Dessiendorf? Bien sûr. Et familiaux aussi. Voilà, exactement. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que j'ai été pendant très longtemps et je suis toujours un militant, on va dire, de la cause nationale. J'ai adhéré au Parti des Forces Nouvelles alors que j'étais très jeune. Ensuite, j'ai été membre du Front National. Je me suis présenté à des élections pour le Front National. Ensuite, j'ai participé à différentes autres aventures politiques. Et donc, le livre là que j'ai voulu faire, c'est bien sûr un livre d'histoire, en ce sens qu'il s'agit de relater de la façon la plus objective et la plus véridique possible l'histoire d'Honoré Dessiendorf. Mais il s'agit aussi d'un livre politique, c'est pas simplement un livre d'histoire, en ce sens que faire ce genre de livre, c'est aussi l'occasion qui nous est donnée, je le disais tout à l'heure, de remettre un certain nombre de pendules à l'heure, de rappeler un certain nombre de faits, parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque qui est volontiers manichéenne, volontiers moralisatrice, dans laquelle l'idéologie dominante, très largement inspirée par la gauche, tend à délivrer à notre population, et en particulier aux jeunes, une image volontiers déformée de la réalité, en particulier concernant la période qui est abordée là dans ce numéro. Et donc, il est important, me semble-t-il, de remettre un certain nombre de vérités à leur place, et en particulier en ce qui concerne l'identité des premiers résistants, ou tout au moins d'une partie importante des premiers résistants, qui venaient soit des milieux royalistes, en particulier de l'Action française. Beaucoup de Maurassiens ont basculé du côté de la dissidence et de la résistance en 1940. On va trouver aussi des cagoulards, on va trouver également des membres du faisceau de Georges Valois dans les années 20. On va trouver également des gens qui ont suivi le colonel de la Rocque, d'abord chez les Croix de Feu et ensuite au Parti social français. Et toute cette partie donc, de l'histoire de la résistance est trop souvent laissée de côté, parce que la gauche essaye de nous imposer une vision, encore une fois, très manichéenne. Les bons, c'est forcément la gauche, les résistants. Les mauvais, c'est l'extrême droite, c'est Vichy. Pendant toute cette période où ces gens s'engageaient dans la résistance, il serait quand même utile de rappeler que le Parti communiste, à l'époque, était très discret. Exactement. Et en vertu du pacte germano-soviétique. Exactement. Août 39, voilà. signature. Il n'avait qu'un seul sujet de préoccupation, c'est de faire paraître l'humanité. Voilà, exactement. Voilà. Et il faut rappeler que la signature du pacte germano-soviétique à Moscou, en présence de Staline par Ribbentrop pour le Troisième Reich et Molotov pour l'Union soviétique. Molotov, qui d'ailleurs plus tard va jouer un rôle dans le massacre de Katyn, fait que le Parti communiste français, qui à cette époque est totalement inféodé à Moscou, il est entre les mains de l'Internationale. Le véritable chef du Parti communiste français à cette époque, c'est Eugen Fried, qui est un envoyé de l'Internationale. Donc le Parti communiste français suit à la lettre les directives de Moscou, et à cette époque, les directives de Moscou, au moment du pacte germano-soviétique, ça n'est pas la résistance, c'est le défaitisme révolutionnaire, et ça n'est qu'après l'invasion de l'Union soviétique, donc en 1941, que le Parti communiste va basculer du côté de la résistance, et une résistance extrêmement violente qui va entraîner un certain nombre de représailles, dont Honoré Dessiendorf, Maurice Barlier et Yann Dornick ont été victimes. Mais vous venez de rappeler effectivement que dans les premiers résistants, il y avait énormément, pas que, mais énormément de gens qui venaient de milieux monarchistes, de milieux de droite, sinon de ce qui était considéré comme la droite extrême de l'époque. Mais Dessiendorf n'était pas, lui, réellement un militant politique avant-guerre. Il était dans un milieu, si vous le rappelez dans votre livre, et d'ailleurs vous parlez beaucoup de ce milieu à la fois religieux et politique, mais lui-même n'a jamais été un engagé politique avant-guerre. Voilà, non, exactement.
exactement. Pour tout un ensemble de raisons. Et d'ailleurs, on y faisait allusion tout à l'heure. Honoré d'Estiendorf, c'est un homme qui vient d'un milieu monarchiste, plus précisément légitimiste. Sa grand-mère, du côté donc paternel, Emma de Beaumont d'Autichamp, est une descendante des généraux blancs Suzanais et d'Autichamp, qui ont été donc des officiers de l'armée catholique et royale pendant les guerres de Vendée. C'est un milieu qui est extrêmement catholique. C'est un milieu qui a aussi, pour reprendre une expression utilisée par Honoré d'Estiendorf, le sens social. Donc c'est un milieu qu'aujourd'hui on pourrait rattaché à ce que d'aucuns appellent la droite de la droite. C'est un milieu, on va dire, de la droite nationale, donc monarchiste, catholique et social. Ce milieu religieux avait un nom tout de suite, c'est le catholicisme social. Voilà, exactement. Et donc, catholicisme social... Vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'était le catholicisme social? Alors, le catholicisme social, en fait, c'est... apparaît véritablement au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle. Il y a dans les milieux catholiques une prise de conscience de la misère ouvrière, de l'exploitation ouvrière. Il y a aussi une prise de conscience que si rien n'est fait, eh bien cette misère va déboucher sur des révoltes, sur des affrontements avec les classes dominantes. Et donc, il faut quand même rappeler que depuis toujours, l'Église prône l'entente et la coopération entre les classes. Ça remonte au Moyen-Âge. Moi, j'ai encore en mémoire un extrait d'un texte d'Adalbéron de Laon dans lequel est définie la société du Moyen-Âge. Les uns prient, les autres combattent et les derniers travaillent. Et Adalbéron de Laon, déjà à l'époque, précisait que ces trois classes sont complémentaires et qu'elles ne souffrent pas d'être disjointes parce qu'elles ont besoin absolument l'une de l'autre. Donc, pour les catholiques, il y a une volonté de faire coopérer les classes et non pas de les voir s'affronter. C'est une réaction à la lutte des classes de Marx. Et c'est tout particulièrement une réaction à la notion de lutte des classes que les marxistes essayent donc de mettre en avant et d'imposer à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et donc l'idée des catholiques sociaux, c'est de créer des occasions de rencontre entre d'un côté les classes dominantes, donc notamment les milieux patronaux, et de l'autre les ouvriers, de manière à ce qu'ils puissent donc d'abord apprendre à se connaître et puis ensuite travailler ensemble et également recevoir les uns des autres ce que chacun peut apporter à l'autre. Donc c'est comme ça qu'un certain nombre d'initiatives vont voir le jour. On peut citer par exemple les cercles catholiques Albert d'ouvriers. Demain. Voilà, alors Albert Demain, donc, qui est un homme qui participe à la guerre de 1870, qui va, après la guerre de 1870, assister au massacre de la Commune. Il va donc être frappé par ce qu'il voit dans les rues de Paris à ce moment-là et il en retire l'idée qu'il faut justement tout faire pour éviter que ce genre de choses ne puisse se reproduire. Donc après la guerre de 1870 et la Commune de 1871, Albert Demain va avec René de la Tour du Pin et d'autres créer les cercles catholiques d'ouvriers qui ont justement pour but de faire coopérer des gens venant des milieux patronaux, de la bourgeoisie et donc des ouvriers. Ils ont une énorme importance quand même, c'est pas simplement de bonnes intentions. Oui, cette entreprise va connaître un certain succès, un certain développement, mais elle n'aura pas malgré tout le succès et le développement qu'elle aurait pu espérer pour tout un ensemble de raisons. Mais malgré tout, ça va permettre à un certain nombre de gens de s'engager au service de cet idéal catholique social. Et on peut citer parmi eux le père de la mère d'Honoré d'Estiendorf, donc, qui est un Villemorin et qui participe activement, dit Honoré d'Estiendorf lui-même, au cercle catholique
catholique d'ouvriers d'Albert Demain. Et puis après, il y aura d'autres initiatives qui interviendront. Par exemple, les équipes sociales de Robert Garrick après la guerre de 1914-1918. Vous racontez dans votre livre un passage, il y a un passage assez amusant que les gens ignorent souvent. On parle souvent des midinettes. Oui. Et les midinettes sont une des conséquences de cette transformation de la société, du mouvement catholique social. C'est l'une des. Enfin, c'est l'un des aspects. Qui sort déjà donnez-nous l'origine. Expliquez-nous un petit peu. Parlez-nous des midinettes. Oui, alors les midinettes, bon, j'en parle effectivement à un moment donné dans le livre pour une raison bien simple, c'est que la mère, donc Elisabeth d'Honoré d'Essiendorf, participe à l'œuvre du Midi, qui est créé par un vicaire de l'église de la Madeleine à Paris, qui s'appelle Édouard Turgis. Et donc l'idée, en fait, tout ça part d'un constat, c'est-à-dire qu'on est donc à la fin du 19e, début du 20e, et à Paris, il y a 20 000 ouvrières et modistes qui travaillent donc dans les ateliers de mode. Et ces jeunes femmes qui ont un niveau de vie, on va dire pour l'époque et pour le milieu ouvrier relativement élevé, parce qu'elles sont finalement assez bien payées pour des femmes ouvrières à cette époque, ces jeunes femmes, le midi, n'ont pas de lieu véritablement pour pouvoir manger. Donc elles ont pris l'habitude, lorsqu'il fait beau, de manger à l'extérieur. Donc beaucoup vont manger aux Tuileries, d'autres vont s'asseoir sur les marches de l'église de la Madeleine, ou alors elles vont dans des cafés, dans des lieux où elles peuvent manger comme ça sur le pouce. D'où l'appellation qui va leur être donnée de midinette, qui mangent sur le pouce à midi. En fait, dinette le midi. Quoi. Voilà, et qui font dinette le midi, exactement. Et donc, face à cette pratique, il y a un certain nombre de catholiques, surtout des hommes. Attendez, je vous arrête. Et puis je crois aussi qu'elle, comme elle côtoie des bourgeoises, des femmes bien éduquées, bien élevées, forcément, il faut qu'elles aient aussi un bon maintien, une bonne expression. Voilà. Alors, on les soupçonne d'aller droit vers le chemin de... voilà, donc face à la vie que mènent ces jeunes femmes, ce sont en plus de jeunes femmes qui sont toujours bien apprêtées, donc qui peuvent les célibataires pour la plupart. Voilà, célibataires qui peuvent éventuellement susciter chez les hommes une certaine convoitise. Donc il y a dans les milieux catholiques un certain nombre de gens, notamment en particulier des hommes, qui vont s'émouvoir de cette situation et qui veulent donc offrir à ces jeunes femmes des lieux leur permettant de manger tranquillement le midi sans risquer de se faire accoster dans la rue ou dans les bars, dans les cafés de l'époque qu'elles ont l'habitude de fréquenter. Et donc c'est comme ça que l'on va voir un certain nombre de restaurants d'ouvrières ouvrir leurs portes à Paris. Et donc, parmi ces restaurants, il y a celui que l'abbé Édouard Turgis va ouvrir à la Madeleine et qui d'ailleurs existe toujours. Aujourd'hui, c'est un restaurant associatif, le Foyer de la Madeleine, qui donc existe encore de nos jours. Donc voilà pour cette histoire des midinettes à laquelle donc Elisabeth Honoré d'Essiendorf, participe. Je dis d'Honoré d'Essiendorf parce que les enfants d'Honoré d'Essiendorf ont obtenu après la guerre le droit d'accoler à leur nom de famille le prénom de leur père. Donc on a comme ça Philippe Honoré d'Essiendorf ou Rose Honoré d'Essiendorf. Donc c'est pour ça que je disais Elisabeth Honoré d'Essiendorf. Petite remarque sur ce que vous venez de nous raconter. Le salaire de ces midinettes, donc de ces 20 000 personnes, femmes qui étaient dans la mode, était l'équivalent, c'est ce que vous marquez dans votre livre, du salaire de l'ouvrier de base. Voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas de problème de différence de salaire entre hommes et femmes. Disons que pour le milieu ouvrier, elles faisaient partie des femmes qui étaient relativement bien payées, ce qui leur permettait donc d'avoir, on va dire, un train de vie pour les ouvrières parisiennes de l'époque qui était nettement meilleur que celui de la moyenne. Voilà. Donc oui, alors j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi consacrer un numéro des cahiers d'histoire du nationalisme à Honoré d'Essiendorf, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, Honoré d'Essiendorf, ça n'est pas un militant, ça n'est pas un penseur nationaliste.
C'est un homme qui, de son propre aveu, appartient à une famille qui ne faisait pas de politique. Lui-même mais qui baignait quand même dans une idéologie politique et religieuse. Alors, exactement. C'est une famille qui est marquée politiquement, qui a un engagement donc au service du catholicisme social, qui a des idées politiques, mais qui n'agit pas sur le plan politique, donc qui n'est pas membre de ligue ou autre. Et d'ailleurs, donc à ce sujet, une petite précision: Honoré Dessiendorf, dans beaucoup d'ouvrages, par exemple le livre de Gunfried sur pas Gunfried, pardon, le nom me reviendra tout à l'heure, sur l'Action française, un livre sur l'Action française, Honoré Dessiendorf est présenté, Eugen Weber, voilà, Eugen Weber. Honoré Dessiendorf est présenté comme un militant, un homme tout au moins de l'Action française, un maurassien. On retrouve ça dans d'autres ouvrages, par exemple le livre que Dominique Vénère avait écrit sur la résistance, très intéressant, très complet. En fait, rien ne permet de présenter Honoré Dessiendorf comme un homme de l'Action française, comme un maurassien. D'abord parce que, je le disais tout à l'heure, il vient d'un milieu qui est légitimiste, donc qui est plutôt hostile aux Orléans. Ensuite, c'est donc Honoré Dessiendorf, c'est un homme, il ne faut pas l'oublier, qui est un officier de la marine française, de la Royale. Donc en tant que tel, bien évidemment, il a un devoir de réserve. Je rappelle aussi qu'à cette époque, les officiers, les militaires n'ont pas le droit de vote, puisqu'ils n'auront le droit de vote qu'en 1945. D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, les militaires en France ont obtenu le droit de vote 1 an après les femmes. Ce qui fait que lorsque les premières élections ont lieu à la Libération en avril-mai 1945, des élections municipales, Madame de Gaulle, tante Yvonne, a pu voter, alors que le général, lui, n'a pas pu voter, puisqu'il n'avait pas encore le droit de vote à cette époque. Donc Honoré Dessiendorf, c'est un homme qui n'a pas d'engagement politique militant. Et les deux personnes qui ont été arrêtées en même temps que lui du réseau Nemrod et qui ont été fusillées comme lui et qu'on oublie malheureusement bien souvent, eux ont eu un passé politique. Alors, non, pas vraiment. Enfin, ce sont tout ce qu'ils ont en commun, en fait, fondamentalement, ce sont des patriotes. C'est-à-dire que ce sont des gens auxquels on a enseigné l'amour de la patrie et qui, à partir de là, sont prêts à tout pour la défense de la France, pour la liberté et la grandeur de la France. C'est aussi l'une des raisons qui permet de justifier que un numéro des cahiers d'histoire du nationalisme a été consacré à Honoré Dessiendorf. Donc Maurice Barlier... Ils étaient quand même assez fidèles ou sympathisants du maréchal Pétain et du gouvernement français. Pour eux, ce n'était pas antinomique de s'attaquer aux Allemands d'un côté et de... Non, comme beaucoup de résistants venus de ce que l'on appelle traditionnellement l'extrême droite, les deux n'étaient pas contradictoires. Ce qui peut aussi prouver qu'un certain nombre de résistants pensaient que le maréchal Pétain est œuvrait pour la résistance. Tout à fait. D'ailleurs, la reprise des armes contre l'Allemagne. Quand Honoré Dessiendorf est en prison, il a passé donc 7 mois en prison avant d'être exécuté. Donc pendant cette longue captivité, Honoré Dessiendorf a beaucoup écrit. Il a écrit notamment pour ses enfants et dans ses écrits, il fait quelques allusions au maréchal Pétain et en particulier, il y a un passage dans lequel il précise qu'il a toujours respecté la personne du maréchal Pétain, qu'il ne s'est jamais mêlé de la politique du gouvernement français, que la seule chose, lui, qui l'intéresse, c'est la France. C'est le combat pour la France, pour la liberté de la France, et il est prêt, tout comme Maurice Barlier ou Yann Dornick, au nom de cet idéal, à aller jusqu'à donner sa vie, alors que tout le pousse à vouloir vivre. Honoré Dessiendorf, comme Maurice Barlier ou Yann Dornick, ce ne sont pas des suicidaires, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour la France, prêts à donner leur vie, mais qui aiment la vie par-dessus tout. Il ne faut pas oublier que Honoré Dessiendorf, lorsqu'il est fusillé, il est né en 1901, il est fusillé en 1941 à 40 ans. Il est marié à une femme qu'il aime et il est père de 5 enfants. Donc c'est un homme que tout rattache à la vie.
qui avait un bel avenir devant lui, mais qui accepte, comme il le dit lui-même, la possibilité de mourir parce que ça fait partie des aléas du métier d'officier, et puis surtout parce que, à ses yeux, ça fait partie du devoir de tout Français bien né qui doit absolument tout faire pour le salut de la patrie. Et c'est aussi pour cela que le choix d'Honoré d'Estiendorf dans les cahiers d'histoire du nationalisme se justifie. Tout à l'heure, vous parliez justement, je vais vous interrompre, mais vous parliez à juste titre du fait que cette époque n'a pas été une époque aussi manichéenne qu'on veut bien le dire aujourd'hui. Dans votre ouvrage, vous abordez aussi, pas uniquement le cas d'Honoré d'Essiendorf, mais vous parlez aussi d'un certain nombre de gens, comme le général de Bénouville, Pierre-Guillain de Bénouville, Jacques Renouvin, Michel de Camaret, qui a été par la suite député du Front National, en 1984. Gilbert Renaud, plus connu sous le nom de colonel Rémy, des gens qui venaient de l'Action française et qui n'ont jamais renié leur engagement à droite, pour faire simple. Mais François Sidos. Et évidemment, vous abordez aussi largement le cas de François Sidos, qui est décédé malheureusement il y a l'an dernier, et de la famille Sidos, évidemment, qui est une famille d'ailleurs, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'il y a eu des engagements divers, mais qui se sont retrouvés finalement. Vous parlez aussi de François de Grossouvre, qui lui a fini tout en n'ayant rien renié, mais dans l'entourage de François Mitterrand. Voilà. Donc il y a eu tout l'ensemble de gens, de personnes qui se sont engagées et qui ne sont pas toutes, loin s'en faut, ils sont pas originaires du camp dont aujourd'hui on accuse de tous les maux. Ben oui, le problème de notre époque, encore une fois, et d'ailleurs c'est de voir ça justement de notre époque. Voilà, c'est ce qu'a pu d'ailleurs écrire Henri Amouroux quand il a fait sa grande histoire des Français sous l'occupation. Il y a de volume. Voilà, et lorsque le dernier tome de cette œuvre considérable a été publié, rendu public, Henri Amouroux a écrit que plus il avançait dans son travail, plus il voyait la complexité. Et au même moment autour de lui, il voyait que l'époque était au contraire à la simplification, au simplisme et également à l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on a une fâcheuse tendance aujourd'hui à vouloir juger ce qui s'est passé dans notre histoire à travers nos yeux d'aujourd'hui. On fait passer l'histoire au crible de notre grille de lecture. Comme si on pouvait décider un choix, passer d'un camp dans l'autre en 2 secondes. Quoi. Voilà, et en fait, quand on veut faire de l'histoire, il faut toujours partir du contexte et faire l'effort intellectuel de se remettre dans le contexte de manière à essayer de comprendre la démarche qui est celle des gens auxquels on s'intéresse. Pourquoi Honoré d'Estiendorf va-t-il choisir la dissidence, la résistance en 1940, alors que d'autres qui ont le même parcours, le même profil que lui, la même formation intellectuelle et morale, les mêmes idées, vont choisir un autre chemin. C'est toute la complexité de la période, c'est toute la complexité de l'existence. C'est-à-dire que quand on suit les individus, eh bien on s'aperçoit que 2 individus ayant le même profil peuvent choisir 2 voies différentes pour tout un ensemble de raisons. Donc là, en l'occurrence, on va voir dans les milieux nationalistes des gens rester légalistes, légitimistes et choisir l'obéissance au maréchal Pétain et au régime de Vichy. Et puis on va en voir d'autres avec les mêmes idées, la même origine politique, choisir au contraire la dissidence et la résistance, s'engager du côté de la France libre et continuer la lutte. Et en fait, quand on regarde quelles sont les motivations profondes de ces personnages, on s'aperçoit que dans un cas comme dans l'autre, c'est l'amour de la France. Mais les uns et les autres veulent servir la France, ils veulent sauver la France, ils veulent redresser la France, ce qui fait d'ailleurs que du côté des résistants, de ces premiers résistants, on trouve des gens qui entendent résister et continuer la lutte pour la libération de la France, mais qui en même temps
sont des partisans de la Révolution nationale, parce qu'à leurs yeux, la Révolution nationale, c'est également une entreprise de redressement du pays qui permettra peut-être, espère-t-il, un jour de reprendre la lutte pour redonner à la France sa liberté et sa grandeur. Donc il faut essayer, encore une fois, de voir toute la complexité. Et dans les gens qui se sont engagés contre l'Allemagne, qui venaient de l'Action française ou de ces milieux-là, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint De Gaulle par germanophobie. Exactement. Dans les milieux royalistes, et en particulier ceux venus de l'Action française, la germanophobie a joué Est-ce que c'était le cas d'Honoré Siendorf? Pas du Alors tout. non, c'est pas le cas d'Honoré Dessiendorf. Honoré Dessiendorf, en plus, c'est un jeune homme qui appartient à l'élite sociale de l'époque, on va dire à la haute bourgeoisie. Il appartient à une famille qui finalement est issue de l'union de la noblesse et de la bourgeoisie. Donc c'est une famille qui est extrêmement aisée. Et c'est un jeune homme qui, de ce fait, a un style de vie, un niveau de vie qui n'a rien à voir avec celui du Français moyen de l'époque. Et donc, il a beaucoup voyagé. Lorsqu'il était jeune, il s'est rendu en Angleterre, il a voyagé aussi en Allemagne. C'est quelqu'un qui, encore une fois, je le disais tout à l'heure, aime la vie. C'est quelqu'un qui aussi est très curieux et qui croque la vie à pleines dents. Donc, il n'y a pas de... Je n'ai trouvé dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a pu dire, nulle trace de germanophobie. Non, encore une fois, lui, ce qui motive son engagement, c'est véritablement l'amour de la France. Et il faut aussi ajouter, c'est la formation intellectuelle et morale qui lui a été donnée, et en particulier les exemples qu'il a eus sous les yeux, ou les exemples qu'on lui a donnés, à travers notamment sa propre famille, et en particulier l'exemple de Charles d'Autichamp et de Suzannet, donc les deux généraux vendéens dont il descend, qui ont combattu jusqu'au bout pour leur roi, puisque Suzannet est mort en 1815. Suzannet a été blessé dans un combat, un des derniers combats de la Vendée, le lendemain de la bataille de Waterloo, le 19 juin 1815, et il est mort le 20 juin. Tout à fait, oui. Mais il y a un événement extrêmement important qui quand même motive cet engagement et cette cassure, c'est ce qui s'est passé à Mers-el-Kébir. Oui, alors bien sûr. Peut-être en parler parce que c'est quand même l'élément déterminant même pour beaucoup. Oui, alors voilà. Et alors justement, le fait de parler de Mers-el-Kébir, ça permet aussi de mettre encore l'accent sur vraiment la profonde motivation d'Honoré Dessiendorf, puisque Honoré Dessiendorf, donc au moment de l'effondrement de 1940, donc en plus ce livre sort 80 ans après l'effondrement de 1940. Honoré Dessiendorf, à ce moment-là, n'est pas en France. Il est à Alexandrie. Il fait partie de l'escadre française qui a été envoyée à Alexandrie pour rejoindre une escadre britannique. Donc cette escadre s'appelle la Force X. Et donc il est officier de l'état-major de l'amiral français donc, qui commande cette Force X, cette escadre française qui s'appelle l'amiral Godefroy. Et donc, c'est à Alexandrie que Honoré Dessiendorf apprend, avec ses camarades, les événements de mai-juin 1940, la signature de l'armistice le 22 juin 1940. Et donc, il se pose la question à ce moment-là, bien évidemment, que faire ? En fait, il ne se pose pas cette question très très longtemps, puisque finalement, je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on lui a inculqué, les valeurs, les principes qui sont les siens, font que très vite, ce qui doit être son devoir s'impose à lui, il doit continuer la lutte. Et c'est à ce moment-là que, le 3 juillet donc 1940, les Britanniques déclenchent l'opération Catapulte contre la marine française. Donc on peut en dire quelques mots. Quelques mots, oui, parce que c'est quand même une agression et exactement. Donc, le 22 un massacre juin, de marins français. Voilà, exactement. Donc, le 22 juin 1940, l'armistice est signé et donc
un certain nombre de clauses de cet armistice concernent la marine française. Il faut savoir que la marine française de cette époque est la 4e du monde. Alors, c'est une marine qui vient quand même loin en tonnage derrière les 3 premières, et en particulier la marine britannique qui est infiniment plus puissante. Mais enfin, c'est très certainement, d'après les historiens, la plus belle marine que la France ait possédée. Donc cette marine fait partie des fiertés de la France à cette époque. Et donc Honoré d'Essiendorf sert au sein de cette marine remarquable. Bon, c'est une marine qui, sur le papier, est extrêmement impressionnante, mais qui, en fait, quand on y regarde de plus près, présente un certain nombre de faiblesses. Toujours est-il que pour les Britanniques, le devenir de cette marine, après le 22 juin, devient vraiment une question extrêmement importante, et en particulier pour Churchill. Churchill redoute, tout au moins c'est l'argument premier qu'il utilise, redoute que cette marine, malgré toutes les assurances qui ont pu être données au moment de la signature de l'armistice, ne finisse par tomber un jour ou l'autre entre les mains des Allemands. Et donc Churchill fait le siège des membres du cabinet britannique pour arriver à les convaincre qu'il faut absolument faire quelque chose pour empêcher que la marine française ne puisse un jour tomber entre les mains des Allemands. Bon, à force, Churchill va réussir à les convaincre qu'il faut effectivement faire quelque chose, et c'est comme ça que va être montée l'opération Catapulte. Alors cette opération Catapulte qui va déboucher sur le massacre de Mers el-Kébir. C'est-à-dire que les Anglais ont carrément été bombardés, leurs anciens alliés, voilà. qui n'étaient pas en guerre contre eux. Alors d'ailleurs, il faut dire que c'est pratiquement une vieille habitude chez eux. J'ai retrouvé un terme pour désigner ce type d'opération, ça s'appelle copenhaguer une flotte. Alors copenhaguer une flotte, pourquoi ? Déjà, alors il faut rappeler que rapidement, en 1803 déjà, après la signature du traité d'Amiens qui rétablissait la paix entre la France et l'Angleterre, les Britanniques en 1803, sans coup férir, se sont emparés dans leur port de 1200 vaisseaux français et hollandais. Après quoi, bien évidemment, les hostilités ont repris entre la France et l'Angleterre. Et en 1807, rebelote, les Anglais ont attaqué la marine danoise. Ils se sont présentés devant Copenhague. Ils ont lancé un ultimatum aux Danois pour leur dire livrez-nous votre flotte parce que nous ne voulons pas qu'elle puisse un jour servir à Napoléon. Les Danois ont refusé. Les Anglais ont bombardé Copenhague, ont détruit une partie de Copenhague, et ensuite ils sont repartis avec la flotte danoise, en l'occurrence 60 vaisseaux. Donc en 1940, que font les Anglais ? Ils font la même chose. Ils copenhaguent la flotte française. Seulement, l'argument utilisé par Churchill, cette marine pourrait un jour être utilisée par les Allemands, etc., ne tient pas. D'abord parce que l'amiral Darlan, les officiers qui commandent la marine française ont donné dès le début des ordres très clairs pour que les bâtiments soient coulés, soient sabordés au cas où les Allemands seraient sur le point de s'en emparer et de les utiliser. Donc, et ça, les Anglais le savent. La ligne de démarcation, et il y avait l'État français. Voilà, qui exactement. Donc, les Anglais ont été prévenus que des ordres ont été donnés et que jamais la marine française n'accepterait que ces bâtiments passent entre les mains des Allemands et soient utilisés par les Allemands. Donc ça, les Anglais le savent. Ensuite, deuxième chose, il faut savoir que quand les Anglais lancent contre les bâtiments français l'opération Catapulte, en fait, cette opération ne vise que les bâtiments français qui sont à leur portée. C'est-à-dire que quand on regarde, ça ne représente que 27% de la flotte de ce moment-là. L'essentiel de la flotte française à ce moment-là est hors de portée des Britanniques. Donc en fait, l'opération Catapulte, qui aboutit donc au massacre de Mers el-Kébir, a fondamentalement, très probablement, d'autres raisons. Une autre raison. Et cette autre raison, c'est que Churchill, par cette opération, a voulu montrer aux Anglais et également aux Américains sa détermination à continuer la guerre coûte que coûte contre les Allemands. Il risquait quand même de faire basculer l'opinion française, qui était à l'époque, d'ailleurs, s'est produit en partie, parce qu'une partie des Français n'a jamais pardonné aux Anglais ce massacre qui a fait quand même 1240 tués et 300 blessés. Donc rapidement, puisque... C'est un coup de poignard dans le dos. Rapidement, l'opération Catapulte, c'est en 3 phases. La première phase, en Angleterre, les
Anglais montent à bord des navires français qui se sont réfugiés dans leur port et s'en emparent. Donc parfois, ça ne se passe pas très bien. Par exemple, à bord du Surcouf, le plus grand sous-marin de l'époque, sous-marin français, il y a des échanges de coups de feu entre des Français et des Britanniques et il y a des morts. Donc là, tous les navires français qui étaient réfugiés dans les ports britanniques donc passent sous le contrôle des Anglais. À Alexandrie, pardonnez-moi de vous interrompre, mais les marins français sont tous enfermés dans des camps de concentration qui ressemblaient fort à d'autres d'ailleurs. Et ils restent pendant pendant plusieurs années dans ces camps de concentration où les conditions de vie étaient pas très enviables. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Dominique Vénère y fait allusion dans le livre dont je parlais tout à l'heure sur la résistance. Et à Alexandrie, donc là, les choses vont se passer relativement bien parce que l'amiral anglais et l'amiral français ont noué de bonnes relations et donc un accord est trouvé. Donc finalement, il est décidé que la force X à Alexandrie sera désarmée sur place. Donc Honoré d'Essiendorf, de ce fait, échappe au sort que vont connaître un certain nombre de ses camarades à Mers-el-Kébir, dans la rade d'Oran. Alors là, à Mers-el-Kébir, les choses se passent beaucoup moins bien. L'escadre britannique se présente devant la rade d'Oran. Un ultimatum est envoyé à l'amiral qui commande les unités françaises qui ont trouvé refuge à cet endroit. Les discussions vont avoir lieu pendant une dizaine d'heures et finalement aucun accord ne peut être trouvé. Et donc finalement les Anglais donnent l'ordre d'ouvrir le feu. Le bombardement va durer à peu près 13 minutes, à l'issue desquelles il y a à peu près 1300 marins français qui vont trouver la mort, 300 vont être blessés. Donc ça va être forcément un choc d'abord dans la marine, et puis un choc dans la France entière. La nouvelle, quand elle est connue, suscite l'effroi, puisque l'allié d'il y a encore peu de temps vient de tuer 1300 marins français. C'est un choc aussi pour De Gaulle, qui à ce moment-là se trouve en Angleterre et qui n'a pas été prévenu par Churchill de l'opération Catapulte, donc il ne l'apprend qu'après coup. Et De Gaulle entre, lorsqu'il apprend cette nouvelle, dans une très grande colère. Il envisage même à un moment donné de quitter l'Angleterre pour gagner un des territoires français d'outre-mer qui a rejoint sa cause. Et puis finalement, il va renoncer. Et d'ailleurs, après Mers-el-Kébir, De Gaulle fera un discours à la radio, à la BBC, dans lequel il va au contraire s'employer à justifier l'attaque anglaise de Mers-el-Kébir, à justifier en quelque sorte l'injustifiable. Il a souvent été mis en dehors des préparatifs, De Gaulle, parce que lorsqu'il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, c'était la même chose. Le débarquement en Normandie également. Mais on va peut-être revenir, parce que je vois que l'heure tourne un peu, on va peut-être revenir à Honoré d'Estiendorf. Lorsque donc il prend la tête du réseau Nemrod pendant la guerre, quels sont ses rapports avec Henri Fresnel, les réseaux combat? Ils sont ce qu'il très faut bien voir les uns des autres, ou ce qu'il faut vraiment voir, c'est que Honoré d'Essiendorf, c'est vraiment les tout débuts de la résistance. C'est-à-dire que Honoré d'Essiendorf va débarquer en France occupée en décembre 1940. Il débarque en Bretagne. Il va gagner la ville de Nantes, où il sait avoir déjà un certain nombre de contacts. Ensuite, son activité va l'amener à aller à Paris, etc. Et il est arrêté le 22 janvier 1941. C'est-à-dire que quand on parle des activités du réseau Nemrod, les activités de résistance d'Honoré d'Essiendorf, c'est en fait une période extrêmement courte qui se situe entre la fin décembre 1900, on va dire le 20 décembre à peu près 1940 et le 22 janvier 1941. Donc c'est extrêmement court. Il n'a pas eu le temps. Il est arrêté avec ses. Voilà, il est arrêté sur trahison, mais on ne sait pas exactement ce qui a motivé la trahison. Est-ce que c'était un agent infiltré de l'Abwehr? Alors voilà. Ou est-ce que alors la question est toujours posée aujourd'hui. Les historiens ne le
savent pas, déjà pour une raison bien simple, c'est que celui qui a trahi, donc Alfred Gessler, alias Marty, qui était l'opérateur radio que Destiendorf a amené avec lui en France occupée depuis Londres, a disparu pendant la guerre. On ne sait pas d'une façon très précise ce qu'il est devenu. Vous sous-entendez qu'il a été dans l'armée allemande, voilà. qu'il a une carrière dans l'armée allemande. Voilà, il semblerait, mais en fait, il n'y a rien de véritablement sûr, mais il semblerait qu'il ait servi ensuite dans l'armée allemande et qu'il ait trouvé la mort en 1945. Bon, toujours est-il qu'après la guerre, il a été déclaré mort, mais en fait, il y a un certain mystère autour d'Alfred Gessler, et en particulier pour ce qui est de ses motivations. Alors, Honoré Destiendorf a donc été arrêté et fusillé. Exactement. Et condamné à mort, mais pas fusillé tout de suite. Non, il est condamné le 26 mai 1941 et il est fusillé le 29 août 1941. Vous pensez qu'il aurait pu être sauvé quand même sa tête s'il n'y avait pas eu le premier acte des communistes. Très certainement, avec l'assassinat d'un soldat allemand. On peut le penser, puisque après la condamnation à mort d'Honoré Destiendorf, un certain nombre de personnes vont s'activer pour obtenir sa grâce et celle des autres condamnés à mort, parce qu'il faut savoir que 20 personnes ont été jugées par la cour martiale qui siège à Paris, rue Saint-Dominique, et qui va le condamner. Sur ces 20 personnes, 9 sont condamnées à mort. 9 autres sont condamnés à des peines qui vont de 6 mois de détention aux travaux forcés à perpétuité, donc le camp de concentration, et 2 autres personnes ont bénéficié d'un non-lieu. Donc il y a 18 personnes qui sont condamnées. Donc beaucoup de gens vont s'activer pour obtenir la grâce d'Honoré Destiendorf et de ses 8 camarades condamnés à mort comme lui, du côté du régime de Vichy. Donc Fernand de Brinon va intervenir, l'amiral Darlan va intervenir, surtout, oui. Exactement. Il y a aussi des Allemands. L'avocat allemand Mörner, qui a défendu Honoré Destiendorf, va intervenir lui aussi auprès des autorités du Troisième Reich. Donc il y a tout un ensemble d'initiatives du droit de la qui guerre, se mettent en place. La France et l'Allemagne n'étaient plus en guerre, il y avait un armistice. Voilà, exactement. C'est tout le problème justement de la résistance. Destiendorf et ses amis ne faisaient que de l'information, de l'espionnage. Et d'ailleurs, donc à ce sujet, quand il est condamné à mort, le président du tribunal va faire une déclaration. Il tient à faire cette déclaration parce qu'il a été impressionné par d'abord le comportement d'Honoré Destiendorf, qui a essayé de tout prendre sur lui, qui a absolument essayé d'obtenir la non-condamnation de ses co-accusés. Dans cette déclaration, en gros, le président du tribunal allemand dit vous êtes des gens de valeur, vous êtes des patriotes, vous avez fait ce que vous estimiez être votre devoir, je vous respecte pour cela, mais moi, je suis un patriote allemand, je dois faire mon devoir à l'égard de l'Allemagne. Les lois de la guerre sont impitoyables, les lois de la guerre sont dures, mais c'est la loi. Vous êtes des espions. En temps de guerre, les espions sont condamnés à mort, et donc nous vous condamnons à mort, mais pour autant, sous-entendu, nous vous respectons, nous respectons votre patriotisme, nous respectons votre engagement. Donc c'est ça aussi qui est extraordinaire dans cette histoire de résistance, c'est qu'il n'y a ni haine ni reproche. Il y a au contraire une estime réciproque que l'on retrouve d'ailleurs au moment de l'exécution d'Honoré Destiendorf, puisque le même président du tribunal qui l'a condamné assiste à l'exécution. Honoré Destiendorf, avant d'être fusillé, s'adresse à cet homme et lui dit « Monsieur, nous sommes 2 officiers, vous et moi avons fait notre devoir, acceptez que je vous embrasse. » Et devant le peloton d'exécution, les 2 hommes vont se donner l'accolade. Ensuite, Honoré Destiendorf va se mettre face au peloton d'exécution avec Maurice Barlier et Yann Dornick, et les 3 hommes vont tomber lorsque la salve va retentir. Et Yann Dornick aura la force encore, avant de mourir, de faire un signe de croix à destination des soldats du peloton d'exécution. Donc on peut considérer qu'il s'agit là d'un geste de pardon. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, encore une fois, et je pense que c'est aussi pour cela qu'il est
tout à fait justifié qu'il y ait un numéro des cahiers d'histoire du nationalisme consacré à Honoré Destienne-Dorve. En vous écoutant, cher Didier, vraiment, c'est très intéressant c'est important de revenir sur cette période et d'expliquer que les choses ne sont pas aussi simples que ce que veulent nous raconter les historiens d'aujourd'hui, et en particulier dans les médias où il est de bon ton de désigner un adversaire à des fins politiques par rapport aux événements du moment. Voilà. Et ça, c'est important de le signaler. Vous avez parfaitement expliqué tout ça, vous avez parfaitement décrit tout ça dans votre livre, et on ne peut évidemment que... on peut rappeler que le conseiller, bien évidemment. Quand même, une dernière information, c'est que dans la famille Destienne-Dorve, ce n'est pas le seul fusillé. Il y a un autre fusillé. Voilà, il y a un autre martyr dans la famille. Honoré Destienne-Dorve a un neveu, David Régnier, qui a 19 ans en 1944. Donc, après la mort de son oncle, David Régnier va s'engager à son tour dans la résistance. Il va rejoindre le mouvement Défense de la France, qui est d'abord un journal et ensuite un mouvement de résistance. Et en 1944, le mouvement Défense de la France va former un maquis en Seine-et-Oise Nord, dans le bois de Ronquerolles. David Régnier va rejoindre ce maquis. Ils vont être attaqués par les Allemands. David Régnier et un certain nombre de ses camarades sont capturés et il sera fusillé alors qu'il n'avait pas d'ailleurs tout à fait 19 ans. Hein. Il avait presque 19 ans, donc... deux martyrs pour la même famille. Et je voudrais juste une petite précision, parce que j'ai trouvé ça assez amusant, et ça montre bien, encore une fois, la complexité des choses en quelques mots. Aujourd'hui, il y a Nicolas Destienne-Dorve, qui est un écrivain. Ouais, Nicolas Destienne-Dorve est un petit-neveu de Honoré Destienne-Dorve. C'est le petit-fils de Louis Destienne-Dorve, qui était donc un frère d'Honoré. Louis Destienne-Dorve, donc son grand-père, était aussi un ami de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. J'en parle brièvement dans le livre. Et aujourd'hui, il se trouve que Louis Destienne-Dorve est l'ayant droit de Lucien Rebattet. Les hasards de l'existence, les hasards de l'histoire font fait de lui l'ayant droit de Lucien Rebattet. Et une dernière petite chose concernant Nicolas Destienne-Dorve, il a donné une préface au livre que le fils de Pierre-Henri Cousteau... oui, tout à fait, oui. Jean-Pierre Cousteau, qu'on a reçu à cette émission. Consacré à son père. Didier, merci pour toutes ces informations. Donc, je rappelle que votre livre, Honoré Destienne-Dorve, 1940, les monarchistes dans la résistance, on va pouvoir le trouver d'ailleurs prochainement dans une dédicace. Vous avez une soirée dédicace, une journée dédicace, le 14 novembre, le samedi 14 novembre, à la Librairie Française. La Librairie Française à Paris, dans le 15e arrondissement. Exactement. Dans le 15e arrondissement, voilà. Je pense que ce sera annoncé sur le site Synthèse. Voilà, ça sera annoncé sur le site Synthèse Nationale. Et on peut trouver sur synthèseedition.com également. Oui, exactement. On peut l'acheter aussi, bien sûr, sur le site www.synthèse-édition.com. Et aussi sur le site France et Films. Voilà, dans toutes les bonnes librairies, que ce soit sur Internet ou à Paris. Il y aurait eu encore beaucoup d'autres choses. Mais il y aura beaucoup de choses. On aurait voulu parler de votre autre cahier aussi. Je vous remercie. Ça serait une occasion de revenir. Je vous remercie de m'avoir invité. Écoutez, c'était un plaisir, Didier, de vous avoir, et j'espère que vous allez bientôt nous proposer un autre livre. À très bientôt. Je voulais remercier aussi, bien sûr, Raphaël et Albéric à la régie. Et à très bientôt pour une nouvelle émission Synthèse sur Radio TV Liberté. Merci.